L'intitulé de notre cours, c'est l'introduction à l'optique physiologique, dans sa partie 2, concernant les sources lumineuses. Donc, les sources lumineuses se subdivisent en deux parties. On a les sources lumineuses primaires et on a secondaires. Concernant les sources primaires, on compte deux mécanismes qui peuvent donner naissance à de la lumière. Premièrement, l'émission thermique. Donc, c'est un phénomène physique basé sur l'agitation thermique après élévation de la température. Et elle va nous donner donc un rayonnement avec un spectre d'énergie continue, c'est-à-dire polychromatique. Si on prend un exemple, on peut chauffer donc un corps. Au début, donc il va avoir il va être invisible malgré une forte émission infrarouge, puis il tend vers le blanc par adjonction au rouge d'autres radiations visibles. Donc c'est un rayonnement qui est polychromatique. En deuxième mode, c'est l'émission quantique. Donc c'est une transition, donc elle est basée sur la transition électronique entre les niveaux d'énergie des atomes et des molécules. Donc on va avoir un spectre d'énergie en forme de ray avec des niveaux d'énergétique bien définis. Donc ça ne nécessite pas forcément des élévations importantes de température et donc il peut avoir, comme on l'a dit déjà, des rayonnements monochromatiques. Donc, concernant les principales sources primaires, on a premièrement le soleil. Donc, c'est un rayonnement qui est de type thermique. Et le rayonnement solaire n'est pas visible à 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une portion du rayonnement solaire qui est visible. Elle est considérée comme 40%, elle est de 40% de l'ensemble des radiations émises par le Soleil. On a 59% sont des énergies qui se trouvent en infrarouge et 1% en ultraviolet. Deuxième point, on a ce qu'on appelle les lampes à incandescence, c'est-à-dire ces anciennes lampes qu'on utilise toujours, sont caractérisées par un facteur d'efficacité qui est très faible, aux alentours de 2,5%. Alors, nouvelles lampes dites ce qu'on appelle lampes fluorescentes ou économiques dans notre jargon. Donc là, c'est le facteur d'efficacité peut atteindre jusqu'à 5 à 7%. Juste une remarque, la lumière blanche a des étapes. C'est-à-dire au cours des chapitres suivants, nous serons appelés à traiter de la lumière blanche. C'est toujours une lumière qui est complexe, polychromatique. Donc elle associe des radiations de longueur d'onde variées. Mais des associations très nombreuses peuvent donner une même impression visuelle de blanc. C'est-à-dire on peut avoir plusieurs associations qui sont différentes, mais on a la même sensation physiologique du blanc. Concernant les sources secondaires, par définition c'est quoi? C'est tous les objets qui nous entourent. Donc tous les objets qui nous entourent sont des sources secondaires. Et donc, ils vont soit absorber, soit diffuser la lumière reçue par une source primaire. Donc, considérons un photon lumineux H nu, de fréquence bien déterminée, et qui vient frapper un objet. Il a deux destinations, soit être absorbé, soit être diffusé par l'objet. Ces deux destinées exclusives et exhaustives peuvent être affectées de probabilité. On a donc probabilité d'absorption et probabilité de diffusion. Et la somme des deux probabilités est égale à 1. Donc un objet, s'il absorbe, soit il absorbe plus qu'il diffuse, soit il diffuse plus qu'il absorbe. Donc, si on connaît la probabilité d'absorption pour toute valeur de lambda comprise entre 800 et 400 nanomètres, pourquoi 800 et 400 nanomètres? C'est ce qu'on appelle donc le niveau, c'est-à-dire l'intervalle de vision ou de sensation de l'œil humain. Donc on peut prédire le comportement de l'objet vis-à-vis de toute lumière qu'il reçoit. Par exemple, si un objet recevant une lumière blanche, pour simplifier, donc cette lumière blanche elle est composée de n photons rouges, de un photon gris, vert plutôt, et un photon bleu. Donc, selon les propriétés optiques de l'objet, on peut envisager plusieurs types de comportements
qui diffèrent entre eux sur le plan qualitatif et sur le plan quantitatif. Premièrement, sur le plan qualitatif. Si l'objet va diffuser les mêmes proportions pour les trois types de photons, c'est-à-dire, par exemple, un quart des photons rouges, un quart des photons gris et un quart des photons bleus. Donc, la lumière diffusée a la même répartition spectrale que la lumière incidente. Et donc, il va diffuser de la lumière blanche. Donc, parce que la lumière diffusée a la même répartition spectrale. Cet objet, dont on peut dire qu'il est non sélectif. Donc, il ne fait pas la sélection pour un type de photon par rapport à un autre. Donc, on va le qualifier comme un objet non sélectif. Donc, il ne donnera aucune impression colorée. Il apparaîtra blanc ou gris. Maintenant, si cet objet il est sélectif, c'est-à-dire il va faire une certaine distinction entre les différents types de photons incidents. Donc, dans ce cas-là, il apparaîtra coloré. Par exemple, s'il absorbe complètement les photons verts et bleus, donc forcément, il va diffuser les rouges. Et donc, il va apparaître comme un objet de couleur rouge. Par contre, s'il absorbe totalement les photons bleus, il ne diffuse qu'un mélange de vert et rouge. Et donc, forcément, on va donner l'impression qu'il est coloré en jaune. Mais, il ne faut pas oublier qu'il y a un autre élément qu'il faut considérer, c'est ce qu'on appelle l'élément quantitatif. C'est-à-dire, l'objet, donc il va émettre du rouge, mais est-ce que c'est un objet qui est lumineux ou qui est sombre? Donc, si l'objet diffuse une proportion appréciable de photons incidents, par exemple 70%, il apparaît lumineux. Ou bien au contraire, si l'on revoit que très peu, par exemple 10%, dans ce cas-là, il apparaît sombre. On appelle donc le coefficient de réflexion diffuse le rapport de la radiation énergétique de l'objet à son éclairement énergétique. Donc elle varie de 0,85 jusqu'à 0,01, c'est-à-dire dans les objets qualifiés de couleur noire, c'est-à-dire qui absorbent presque la totalité de la lumière reçue. Donc on voit que pour rendre compte de la réalité de toute sa complexité, on ne peut dissocier des points de vue qualitatifs et quantitatifs. Donc, si on considère un objet non sélectif, c'est-à-dire, c'est quoi un objet non sélectif? C'est-à-dire le coefficient de réflexion diffuse P, il est indépendant de lambda. Donc, éclairé en lumière blanche, il apparaîtra blanc, gris ou noir, selon sa valeur de P. C'est-à-dire, s'il absorbe beaucoup de lumière, donc il apparaîtra noir. S'il absorbe une proportion moyenne de la lumière blanche, il apparaîtra gris. Mais s'il diffuse la majeure partie de la lumière, donc il apparaîtra blanc. Ce même corps, éclairé en lumière colorée, donc puisqu'il n'est pas sélectif, donc il va renvoyer tout ce type de lumière, c'est-à-dire la couleur reçue. Par exemple, si on va éclairer un objet avec de la couleur rouge, c'est un objet qui est non sélectif, donc il va diffuser une couleur rouge et apparaîtra en couleur rouge. Maintenant, si cet objet est très sélectif, c'est-à-dire le coefficient de réflexion diffuse P varie beaucoup avec lambda, c'est-à-dire qu'il dépend de type de photon constituant cette lumière, c'est-à-dire cette lumière donc émise, donc que va recevoir l'objet. Il a absorbant par exemple tout le bleu ou tout le vert, mais pas complètement le rouge. Donc, éclairé en lumière blanche,
Donc il va absorber le bleu, il va absorber le vert, mais il va diffuser le rouge, donc il va apparaître en couleur rouge. Mais cette couleur rouge, elle est très lumineuse. Si l'objet diffuse une quantité importante donc, de photons rouges. Mais s'il diffuse une quantité moindre, donc il apparaît en rouge foncé. Donc on passe à un autre chapitre, ce qu'on appelle Introduction à l'étude des sensations lumineuses. C'est ce qu'on appelle le phénomène de la prévariance visuelle, c'est-à-dire l'interprétation physiologique de l'œil à ces types d'interactions qualitatives et quantitatives. Donc, c'est quoi la prévariance visuelle? C'est l'étude des relations qui existent entre, d'une part, la quantité et la composition spectrale de la lumière qui frappe notre œil, et d'autre part, les sensations lumineuses qui en résultent, c'est-à-dire les phénomènes physiologiques. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'il est bien connu qu'on peut distinguer dans le spectre 6 couleurs fondamentales qui se distinguent par leur domaine de longueur d'onde considéré. Donc, conformément au tableau ci-dessus, donc représenté, on a donc le violet, donc qui varie de 380 nanomètres jusqu'à 436, le bleu de 436 jusqu'à 495 nanomètres, le vert 495, 566 nanomètres, jusqu'à rouge entre 627 et 780. Donc, les limites indiquées sont relativement arbitraires. En fait, on passe d'une couleur à la suivante par toute une série de transitions graduelles. Ainsi, on trouve constituée toute une série fermée de sensations colorées qu'on peut distinguer selon leur teinte ou tonalité. Donc, on a la première sensation physiologique, c'est la teinte ou la tonalité d'une couleur. Donc, une donnée expérimentale fondamentale que la même teinte peut être obtenue avec des lumières de composition spectrale très différentes, comme on a déjà signalé ça pour la couleur blanche. Par exemple, la lumière jaune émise par les phares des autos est obtenue grâce à l'effet filtrant du verre dont est constituée l'ampoule, qui absorbe toutes les radiations de longueur d'onde inférieure à 500 nanomètres. Cette lumière dans le spectre est contenue donne la même sensation de teinte qu'une lumière monochromatique de 576 nanomètres. C'est-à-dire, on a deux types de rayonnement différents. Le premier, il est contenu, et le deuxième, il est monochromatique. Alors qu'on a, par contre, on a la même sensation lumineuse physiologique. Des résultats de ce type permettent de penser que le nombre d'impressions colorées est sensiblement plus faible que le nombre de compositions spectrales possibles. Donc l'œil a ses défauts. Donc parfois, elle voit plusieurs sensations, c'est-à-dire du côté physique, c'est des rayonnements qui sont différents côté physique, mais elle nous donne une même impression physiologique, c'est-à-dire la même couleur ou la même teinte. Mais il n'y a pas que le terme teinte dans la prévariance visuelle. On a ce qu'on appelle la saturation. C'est-à-dire, parce que c'est quoi la saturation? C'est-à-dire leur propriété d'être plus ou moins lavée par le blanc. Donc, plus une sensation colorée est proche du blanc, moins elle est saturée. Donc, on a la teinte et on a la saturation. Saturation, c'est-à-dire, c'est la quantité de blanc donc, qui existe dans la teinte. C'est-à-dire, si on a une teinte, on va additionner plus du blanc, donc on va avoir donc ce qu'on appelle une désaturation. Si on diminue la proportion du blanc dans la couleur, on va saturer. On a en plus un autre, c'est le troisième élément, c'est ce qu'on appelle la brillance. C'est-à-dire, si on diminue la quantité de lumière irradiant un objet, l'impression de brillance de cet objet diminuera. Donc, le principe de la prévariance visuelle
c'est-à-dire la sensation physiologique donc des différentes émissions des objets, que ce soit primaires ou secondaires, elle est liée à trois éléments fondamentaux. Premièrement, la teinte. Deuxièmement, la saturation, c'est-à-dire la quantité du blanc dans la teinte. Et troisièmement, ce qu'on appelle la brillance, c'est-à-dire la quantité de lumière. Et donc, les trois vont donner des impressions différentes des couleurs. Et merci pour votre attention.